Bienvenue à tout le monde. Période des questions. Chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. L'administration du réseau de la santé connaît beaucoup de gaspillage. La Première ministre va-t-elle annuler son plan pour embaucher 84 nouveaux vice-présidents pour surveiller les Airlis? Oui ou non? La Première ministre. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde présent en Chambre. Je parlais ce matin aux infirmières. Je les ai remerciés pour avoir été des excellents partenaires en ce qui concerne l'évolution du réseau de la santé en Ontario. Ils nous ont conseillés et ont été des partenaires très pratiques durant l'évolution du rôle des infirmières au sein du réseau. Nous avons voulu changer les soins primaires et il y a une mutation au sein du réseau de la santé en cours. Je comprends que le chef de l'opposition ne la soutient pas. Pour lui, le statu quo devrait être maintenu, mais nous pouvons toujours l'améliorer. Et c'est ça le rôle du ministre de la Santé en collaboration avec les infirmières complémentaires. De retour à la Première ministre, la vérificatrice générale nous a dit que les formalités administratives coûtent énormément. Il y a de moins en moins de financement pour les soins de première ligne et l'engagement de ces cadres supérieurs se fait en secret. Donc, il y a moins de financement pour les soins de première ligne. Le ministère de la Santé avait 5 sous-ministres associés par le passé et on a maintenant une vingtaine. Nous avons besoin de plus d'argent sur les premières lignes. L'un de ces sous-ministres associés gagne l'équivalent de 5 000 visites de soins à domicile. C'est tout à fait du gaspillage. Quand est-ce que la Première ministre accordera une priorité aux patients plutôt aux cadres supérieurs? Appuyer les soins de première ligne. Ministre de la Santé et des soins de longue durée. Monsieur le Président, le chef de l'opposition peut dire ce qu'il veut, mais la réalité, c'est qu'il n'y aura pas de nouveaux postes créés. Donc, en fusionnant les Airlis et les casques, nous réduisons le nombre de postes de cadres supérieurs. Et il y aura des économies garanties à cause de la réduction des coûts des formalités administratives, des économies de 8 %. Ceci signifie 10 millions de dollars qui seront réinvestis dans les soins de première ligne dans le domaine des soins à domicile et communautaires. Il a tort lorsqu'il suggère j'aimerais que vous arrêtez de bavarder. Et j'aimerais aussi que les réponses de l'autre côté s'arrêtent. Soyez gentil aujourd'hui. En guise de conclusion, j'aimerais demander au chef de l'opposition de respecter les faits. 59 gestionnaires de moins, 8 % d'économie. Asseyez-vous. Bientôt, je vais passer aux avertissements. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore une fois, la Première ministre, le ministre de la Santé est très pointilleux, que ce soit les Airlis ou les sous-Airlis. Il y aura 84 nouveaux vice-présidents embauchés au sein de ces sous-Airlis. C'est une bureaucratie. Les libéraux peuvent critiquer les personnes qui ne sont pas d'accord, par exemple la vérificatrice générale, qui a parlé du gaspillage au sein du réseau
des soins à domicile. L'Association des infirmières a critiqué le plan de créer ces sous-Ellis. Allez-vous attaquer la vérificatrice générale ou les infirmières? Il y a des patients qui ne se font pas dispenser les soins nécessaires. Nos hôpitaux ne sont pas suffisamment financés. Quand accordera-t-il en priorité le gouvernement aux patients? Intervention du président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On vient de passer à travers la glace qui était déjà très fine. Le ministre, je vais vous dire ce qu'on ne fera pas. Nous n'allons pas renvoyer 100 000 travailleurs de première ligne. Au contraire de ce qu'a fait l'ancien gouvernement lorsqu'ils se sont débarrassés de 5-10 000 infirmières de première ligne. Nous n'allons pas prendre la décision de fermer des douzaines d'hôpitaux, Monsieur le Président. Et en fait, ce que nous avons fait, nous avons hérité d'une bureaucratie au ministère de la Santé de 6 000 employés. Aujourd'hui, au ministère de la Santé, nous avons 3 503 employés. Nous avons diminué les coûts de 5,6 %. Nous sommes une norme en or lorsque l'on parle de notre ministère. Je ne comprends pas de quoi se plaignent les députés de l'autre côté. Nouvelle question. Nouvelle question. Chef de l'opposition. Encore une fois, vous savez, Monsieur le Président, j'aimerais encore une fois accueillir l'Association des infirmières autorisées de l'Ontario. Ils sont d'excellents défenseurs des patients. Mais nous avons le taux d'infirmières autorisées le plus bas que nulle part ailleurs au monde. Nous avons le plus haut taux, le taux le moins élevé plutôt d'infirmières autorisées par patient au Canada. Je vous le répète. Comment justifiez-vous avoir ce taux le plus bas au pays? Et s'il vous plaît, ne laissez pas quelqu'un d'autre vous expliquer. J'aimerais entendre la première ministre à cet effet. Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je suis tellement fière de ce qu'a fait ce gouvernement lorsque nous avons pris le pouvoir en 2003. Ça montre bien notre engagement jusqu'à aujourd'hui, notre engagement vers les infirmières. Les 140 000 infirmières engagées dans cette province et les 20 000 de plus que nous avons, à qui nous avons donné des postes, 11 000 d'entre elles étant des infirmières autorisées. Le nombre d'infirmiers et infirmières a augmenté à chaque année de façon consécutive pour la 12e année consécutive depuis que nous avons pris le pouvoir. C'est une tendance qui se maintient. 64 % de ces infirmières ont des emplois à temps plein. Il faut continuer à augmenter ce taux. Nous en sommes fiers et il est bien différent de celui du parti de l'opposition lorsqu'il était au pouvoir. Arrêtez la pendule. Intervention du président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Avez-vous terminé? Vous avez fini? Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, puisque la première ministre ne veut pas répondre à la question à laquelle je demande une raison pour laquelle nous avons le plus bas taux d'infirmières par patient au Canada, laissez-moi passer à autre chose. Nous avons fermé une unité dans les soins de un des foyers de soins de longue durée, alors qu'il y a beaucoup d'aînés qui souffrent de démence. C'était une unité qui était dédiée à ces aînés qui ont besoin du plus haut niveau de soins.
Le financement n'a pas été maintenu, n'a pas suivi les coûts et maintenant cette unité est fermée. Pourquoi est-ce que les libéraux ont permis à cette unité qu'ils finançaient auparavant de fermer? Et je pose la question, pourquoi avez-vous permis d'abandonner les patients à Ottawa? Le ministre. Monsieur le Président, l'un de mes privilèges en tant que ministre de la Santé est de superviser les foyers de soins de longue durée, les plus de 600 foyers de soins de longue durée de la province de l'Ontario. C'est une question que nous prenons très au sérieux. Je suis fière de dire que ce gouvernement prend cette responsabilité très au sérieux. Nous reconnaissons que l'acuité et l'importance de ces foyers sont très importantes. Alors qu'ils vieillissent, qu'il y a de plus en plus de démence, il faut être en mesure de s'adapter aux réalités changeantes. C'est pourquoi, dans le budget de l'an passé, nous avons investi 10 millions de dollars de plus pour le soutien au comportement, tout particulièrement pour ces mêmes patients qui ont besoin de ces soins extra spécialisés. Député de Dufferin-Caledon, à l'ordre. Complémentaire final, la députée de Nepean-Carleton. Le mois dernier, j'ai tenu un dîner sur la démence auprès des associations de Renfrew et d'Ottawa. Et ils m'ont dit qu'en effet, c'était une situation qui ne faisait qu'augmenter. Il y a un foyer où une dame a été asphyxiée et un autre résident du foyer a été accusé de meurtre. Lorsque le foyer s'est tourné vers le Airlis local, on leur a dit qu'il n'y avait rien à faire pour les aider. Vous savez, c'est un grand manque de respect envers les aînés qui ont besoin d'aide à Ottawa. Comment est-ce qu'on a pu permettre à cette unité de fermer et est-ce qu'on prévoit la réouvrir? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Comme je l'ai dit dans ma réponse précédente, on voit une grande augmentation de la démence dans ce pays, au Canada, en Ontario et de par le monde. Nous avons mis en place des mesures pour que les aînés qui font face à une démence, tout particulièrement l'Alzheimer, reçoivent l'aide dont ils ont besoin puisqu'ils font face à l'un des plus grands défis de notre monde, de notre époque plutôt. Nous avons donné 31 millions de dollars en financement à la Société d'Alzheimer. Comme je l'ai mentionné, nous avons augmenté le niveau de soutien sur le plan comportemental. Nous avons des équipes de soutien comportemental qui sont composées d'infirmières et d'autres professionnels de la santé. Nous élaborons une stratégie sur la démence à l'échelle de la province et je suis heureux que la députée de l'autre côté participe à cet exercice. Afin d'avoir une approche uniforme et cohérente de par la province. Député de la chef du troisième parti, nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Depuis que les libéraux ont été élus pour la première fois en 2003, combien d'argent a été payé aux entreprises étrangères et privées dans le système de l'électricité? Au ministre de l'Énergie. En ce qui a trait à cette question, nous avons investi, Monsieur le Président, grandement dans la reconstruction de notre système. L'une des choses que nous avons fait, Monsieur le Président, afin de s'assurer que nous ayons un système fiable et propre, nous parlons d'abordabilité et nous voulons donc que ce réseau soit le plus abordable possible pour les consommateurs d'électricité. Nous avons dépensé 50 milliards de dollars en production et transport. Nous avons nettoyé notre système, l'avons rendu fiable et je sais que ça a été au coût des consommateurs et c'est la raison pour laquelle nous agissons maintenant. Lorsque l'on parle de la production, nous avons des centaines de compagnies, d'entreprises dans cette province qui font un excellent travail afin que nous ayons un système fiable sur lequel nous pouvons compter et un système qui, nous le savons, est propre et vert et fiable. Complémentaire. Eh bien, les conservateurs disent que le haut tarif d'énergie dépend de l'énergie verte et non pas de l'énergie privée. Le gouvernement dit que les hauts tarifs d'électricité dépendent
du système, de la rénovation du système et non pas des entreprises privées. Ce qu'on ne dit pas, c'est que l'on paie pour le coût de l'électricité, on paie pour le tarif d'électricité et pour les profits des entreprises aujourd'hui et dans les années à venir. Est-ce que la première ministre peut dire aux Ontariens combien d'électricité privatisée se retrouve sur leur facture d'électricité? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Et ce qui n'est pas étudié par le troisième parti, c'est par exemple notre énergie nucléaire, quelque chose dont on devrait être fier ici. Les réacteurs Kendu sont vendus partout le Parlement et créent des centaines de milliers d'emplois dans cette province. La rénovation de Bruce de la centrale Bruce continuera et crée des centaines de milliers d'emplois dans cette province. Et les investissements que l'on voit, par exemple, dans les entreprises à Cambridge, BWXT, à Port Hope aussi, Kimiko, il y a des emplois à Ottawa, à Windsor, dans le nord de l'Ontario. Et c'est en raison des investissements faits par ce gouvernement qui a investi dans les entreprises de l'Ontario afin d'obtenir l'électricité dont nous avons besoin et de l'électricité fiable, ce dont nous avons besoin. Complémentaire final. Est-ce que la première ministre croit qu'il est dans l'intérêt du public pour notre système de transport qui est un monopole sans aucune concurrence, qui serait contrôlé par les intérêts privés à l'avantage des actionnaires, alors que le réseau d'électricité, est-ce qu'elle le croit, devrait être administré par le public pour l'intérêt du public? Intervention du président, asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, si je peux continuer à parler sur l'importance de ce que nous voyons dans la production et le transport des entreprises que nous avons ici en Ontario qui créent des milliers et des milliers d'emplois. C'est quelque chose qui, nous le savons, avantagera notre économie et la population. Lorsque nous avons des entreprises qui investissent en Ontario et qui s'assurent que nous créons de l'emploi, que ce soit dans l'énergie, de biomasse, solaire, éolienne, c'est quelque chose dont on peut être fier, tout particulièrement lorsque je parle des entreprises comme Langer à Burlington qui font un excellent travail. C'est une entreprise qui crée du travail, des emplois, qui élargit son entreprise. Ici, ils ont commencé avec 75 employés et en ont maintenant plus de 150. Monsieur le Président, c'est en raison du fait que ce gouvernement a reconnu l'importance d'investir dans la production, l'investissement dans un système qui est fier et fiable. C'est quelque chose dont on devrait tous être fiers, mais en même temps, on augmente le nombre d'emplois et c'est partout dans la province. Chef du troisième parti, nouvelle question. Ma question s'adresse aussi à la première ministre. Elle promet de diminuer les tarifs d'électricité en prenant de l'argent dans les dossiers, les portefeuilles de l'éducation, de la santé, etc., pour diminuer les tarifs d'électricité. Est-ce qu'elle réalise que c'est de la fausse route? La première ministre. Je me suis engagée à diminuer les tarifs d'électricité auprès des Ontariens et Ontariennes. Et en fait, la chef du troisième parti en parle depuis assez longtemps. Je sais qu'elle comprend que la diminution de 8 % sur les factures d'électricité de la population était nécessaire, mais je sais aussi qu'elle sait que ce n'est pas tout ce que nous devions faire. Il y a plus à faire. Il faut investir plus dans les soins de santé, plus en éducation. Et je parle, entre autres, des droits de scolarité qui seront gratuits, Monsieur le Président. Pour les étudiants qui vivent à de faibles revenus, verront une diminution de leurs droits de scolarité. C'est important pour le système de scolarité. Et je sais que la chef du troisième parti appuie cette méthode. La chef du troisième parti. Pendant 14 ans, en tant que députée, ministre et première ministre, cette première ministre a vu les tarifs d'électricité augmenter. Elle a ignoré la population. Maintenant que l'élection se pointe à l'horizon, tout à coup, elle comprend.
Mais est-ce que vous vous rappelez de Libby Keenan, le fermier d'Essex qu'elle a rencontré à Queen's Park, qui a écrit une lettre ouverte, et je vais le lire? Les ambitions politiques ont mené le chaos et vous ne représentez pas les gens que nous avons élus pour nous diriger. Est-ce que la première ministre réalise que ce gouvernement a créé un grand problème dans la province de l'Ontario? Monsieur le Président, j'ai rencontré Libby et j'ai entendu ses inquiétudes et c'est pourquoi, Monsieur le Président, il y a quelque temps, nous avons commencé à diminuer les tarifs d'électricité afin de vraiment contrôler les tarifs d'électricité. Nous avons mis en place des programmes pour les gens qui vivent avec de faibles revenus dans le nord de l'Ontario. Ça fait partie de notre stratégie, mais il y a encore plus à faire. Et vous savez quoi? Mes ambitions politiques ont été d'améliorer la vie des Ontariens et Ontariennes, de m'assurer que l'éducation, les soins de santé, que l'énergie soit propre, d'appuyer les gens dans leur vie aujourd'hui et de leur amener une grande croissance économique forte à l'avenir. Voilà ce sur quoi je me concentre. Complémentaire final. Monsieur le Président, cette semaine, les gens ont vu que le gouvernement libéral adoptera des projets de loi afin de mettre fin au débranchement du réseau électrique seulement s'ils pouvaient obtenir le crédit. Les libéraux font des promesses seulement s'ils peuvent voir un avantage politique. Les tarifs sont inacceptables selon les libéraux, mais seulement après 14 ans d'avoir empiré la situation. Est-ce que la première ministre peut expliquer la raison pour laquelle les problèmes de la population ne semblent pas être importants jusqu'à ce que ça devienne un problème politique pour le Parti libéral? Monsieur le Président, comme je l'ai dit, nous avons travaillé depuis longtemps pour contrôler les coûts du système, bien avant que le gouvernement néo-démocrate, le Parti néo-démocrate parle de la situation. Monsieur le Président, nous avons pris la décision de ne pas construire une centrale électrique qui nous épargnait des milliards de dollars. Nous nous assurons qu'il y a un programme de soutien pour les familles à faible revenu. Nous avons retiré la TVH des factures d'électricité des gens. Je reconnais que c'est une inquiétude pour les gens à l'échelle de la province et c'est pourquoi, au cours du budget, nous mettrons en place plus de mesures afin d'aider les gens à payer leurs factures d'électricité. Nouvelle question, député de Leeds-Grenville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, les libéraux ont reçu le Teddy Waste Award, le prix Teddy Waste, pour avoir dépensé beaucoup trop. Mais il y a quelques années, voilà une citation de la première ministre. Si on paie cet argent pour une voiture, c'est probablement qu'ils n'ont pas besoin de rabais. Ce qu'elle disait, c'est que 5 000 $, ce n'était pas assez pour ses amis. Pourquoi est-ce que les propriétaires de voitures luxueuses reçoivent un chèque de 14 000 $ de la part des contribuables ontariens? Et Madame la Première ministre, pourquoi ne faites-vous rien à cet effet? Au ministre du Transport. Évidemment, je veux commencer en remerciant le député pour sa question. Et c'est un intérêt retardé que je vois ici. C'est l'un des programmes les plus réussis de notre gouvernement. Je ne sais pas exactement pourquoi, à savoir plutôt, je ne sais pas vraiment si le député de l'autre côté a tous les détails sur ce programme. Et Monsieur le Président, pour être clair, en 2010, ce gouvernement a lancé un programme incitatif pour l'achat de voitures électriques et aujourd'hui, nous avons encourager l'achat de près de 7 000 voitures électriques et plusieurs bornes de recharge. Vous savez, ces voitures peuvent coûter 85 % plus que les voitures conventionnelles. Monsieur le Président, nous avons fait beaucoup de progrès avec ce programme et je serais heureux de donner plus de détails dans la complémentaire. Question complémentaire. Le gouvernement a annoncé un changement
aux 14 000 qui sont donnés pour les voitures Tesla le 1er février. Et Ian Mayer, l'ancien chef du cabinet, a dit que ce rabais serait apporté en février. Est-ce que c'est une coïncidence quand a été prise la décision? Et vous savez quoi? C'est certainement un problème pour nous. C'est louche. Le ministre. Merci pour la complémentaire. Il y a différentes raisons pour lesquelles le gouvernement fait de grands investissements. Nous faisons de grands investissements pour nous assurer. Intervention du président, député de Renfrew, Nipissing, Pembroke et autres députés, rappel à l'ordre. Merci. Veuillez poursuivre. Comme je le disais, il y a un grand nombre de raisons pour lesquelles on fait des investissements pour s'assurer. Intervention du président. Deffron Caledon, vous êtes averti. Pour s'assurer que le secteur du transport, qui représente 35 des GES en Ontario, voilà pourquoi on investit dans les transports pour diminuer les GES à l'échelle de la province. Mais l'autre élément important que le député ignore, ce sont les programmes qui aident la création d'emplois, qui aident à la création d'emplois, qui aident à l'innovation. Intervention du président. Député de Timmins, Bay, ma question s'adresse à la première ministre. Le coût de l'électricité est un problème pour les vraies personnes. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Il y a des citoyens dans la province, des entreprises qui ont la difficulté à Capur, Casey, Monsieur et Madame Sylvain. Ils se chauffent au bois parce qu'il n'y a pas de gaz naturel. Ils utilisent l'électricité comme un système d'appoint, mais ils sont là tout le temps. Ils payaient normalement 275 $ par mois. Et maintenant, il y a quelques années, le montant est finalement, c'est-à-dire, ils ont écouté vos conseils et ceux du ministre pour diminuer la consommation d'électricité. Ils ont acheté tout le bon équipement Adel. Ils ont fait tout en leur pouvoir pour diminuer la consommation. Et finalement, la facture d'électricité ce mois, c'est 375 $ par mois. Comment est-ce que quelqu'un puisse faire confiance au gouvernement lorsque vous dites quelque chose et finalement la facture augmente encore? Ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de sa question pour m'expliquer la situation auxquelles font face plusieurs familles en Ontario. Et vous savez quoi? Il est important de reconnaître que ceux dans le Nord et les régions rurales voient la facture d'électricité augmenter. Voilà pourquoi on va prendre d'autres mesures. On l'a vu avec les 3 RP, diminution de 60 $ par mois. Un autre élément important en matière de conservation. Et ces programmes fonctionnent lorsqu'on conserve de l'énergie. Et si on économise tous de l'énergie en Ontario, on n'a pas à produire davantage d'électricité, à créer d'autres installations de génération. On peut maintenir les coûts à la baisse. Voilà ce qu'on va continuer de faire. Je ne connais pas toute l'histoire du couple de Kapuskasing, mais je reconnais que dans le Nord, dans les régions rurales, on peut faire davantage et on fera davantage. Complémentaire, ça marche pas. Pour Oliva, il a fait tout en son pouvoir pour diminuer la consommation. Et finalement, la facture augmente encore. Voilà pourquoi les gens sont si frustrés. Ce n'est pas une question qu'ils paient davantage. C'est parce qu'ils essaient de diminuer la consommation et malgré tout, la facture augmente. Pourquoi n'admettez-vous pas que votre politique énergétique est un échec et parler de choses posées pour réduire Monsieur et Madame Sylvain? Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je me demande, lorsqu'ils étaient au pouvoir, lorsqu'ils ont diminué le programme de conservation, est-ce que cela a aidé les familles? On a dû reconstruire le réseau électrique et cela concerne des coûts pour toutes les familles en Ontario. Voilà ce qu'on a fait. Nous avons éliminé l'utilisation du charbon.
et chaque famille dans la province. Et en éliminant le charbon, on économise 4,5 millions de dollars en soins de santé, diminution de 15 en GES et 44 en coûts hospitaliers. Nous avons un réseau maintenant fiable. Il n'y a plus de panne généralisée ou panne temporaire. On peut faire davantage. On veut consommer on veut avoir davantage de conservation. On va trouver une façon pour aider cette famille à Kapuskasing et toutes les familles à l'échelle de l'Ontario. Nouvelle question. Député de Kitchener-Conestoga. Ma question s'adresse à la première ministre. Le gouvernement envisage des augmentations de salaire pour les hauts dirigeants de Metrolinx. 785 millions de dollars avec un contrat avec Bombardier après des retards. Et finalement, il y a des menaces de poursuite avec tous ces secrets, avec tous ces projets libéraux, avec tous ces 787 rames ferroviaires. Et on se demande vraiment si Metrolinx essaie de payer les wagons qu'ils ont commandés. Et les doutes augmentent lorsqu'on sait maintenant que Bombardier a fait un test en octobre et on l'a vu hier. Et finalement, Metrolinx refuse d'inspecter les wagons. C'est un véritable gâchis. Et finalement, qu'est-ce qui se passe, Première ministre? Ministre des Transports, merci de la question. C'est toujours remarquable pour moi d'entendre le député de Kitchener-Conestoga ou tout député conservateur lorsqu'il conteste finalement les décisions prises dans le domaine des transports et tous les gens à la maison et toutes les personnes de l'Ontario qui, année après année, mois après mois, décennie après décennie, ce gouvernement n'avait aucun plan pour investir dans le transport en commun, aucun plan pour régler le problème des transports et pour créer un système de LRC. Il faut rappeler à la population, ils ont finalement rempli le tunnel d'Eglinton, vous vous rappelez. Et chaque année, et chaque budget, où nous avons fait des annoncements, des investissements dans les transports, toujours refusés par ce député, son chef et ce parti. Finalement, il ose poser une question à cet égard. Intervention du président complémentaire. Et finalement, il a l'audace de ne pas répondre à la question. Monsieur le Président, c'est ce gouvernement libéral qui a négocié le contrat. Et finalement, c'est la population qui va payer pour le contrat et non pas le délai de transport. Et maintenant, la poursuite devant la Cour et finalement le règlement pour le remplacement. Pendant ce temps-là, Bombardier a dit que tout est correct, que tout va bien pour 2021. Chaque fois que ce gouvernement fait dans le domaine des transports en commun, le projet déraille et finalement, ce sont les contribuables qui échappent. Et finalement, des traversins qui sont à l'envers. Les Ontariens ne demandent pas beaucoup. Ils veulent avoir les trains qu'ils ont payés. La première ministre va-t-elle nous dire quand est-ce qu'on va avoir nos trains, nos wagons et combien davantage allons-nous payer en millions? Ministre des Transports, j'apprécie la question de ce côté de la Chambre et ce gouvernement. Voilà ce qu'on a fait dans le transport en commun. On défend les gens de Waterloo. On investit pour s'assurer que le LRC sera à temps. On défend les gens de l'Ontario. Et finalement, on a des voies express, des LRC dans tout l'Ontario, à Hamilton, le long de Eglinton à travers la ville. Et finalement, on construit un réseau de transport en commun. On l'élargit chaque jour de la semaine. Et les défis avec lesquels j'ai cette question, c'est pas Bombardier. Nous sommes en faveur des Ontariens d'avoir un réseau de transport en commun. On va continuer de le faire. J'encourage le député finalement d'appuyer sa collectivité qui veut un excellent réseau de transport en commun. Intervention du président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir.
redémarrer la pendule. Je voudrais un rappel amiable. Je suis toujours aux avertissements. Vous voulez me tester? Vous verrez. Nouvelle question. Député de Nickel Bell. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la Première ministre. Nurses, any of them are here with us? Les infirmières, il y en a quelques-unes aujourd'hui, ont consacré leur vie pour dispenser des soins. Ces soins sont axés sur les besoins et non pas sur la capacité de payer. Nous défendons les déterminants de la vie. Nous savons très bien meilleur revenu, c'est-à-dire meilleure santé. Voilà pourquoi les infirmières, comme les néo-démocrates, appuient un salaire minimum de 15 $. Pourquoi la première ministre refuse-t-elle le salaire minimum de 15 $, alors que les infirmières vous disent que c'est la chose à faire? Je sais que le ministre du Travail va vouloir y répondre ou commenter sur la stratégie concernant le salaire minimum et tous les travaux qu'on a fait à cet égard. Je voudrais dire à la députée d'en face, ce matin, lorsque j'ai rencontré les infirmières, j'ai soulevé ce point. Ce sont des partenaires dans le réseau de la santé pour permettre l'évolution du réseau de la santé, mais ils ont toujours également défendu pour d'excellents déterminants de la santé. Ils comprennent très bien la situation, comment cela fonctionne avec les soins de santé, les soins de garde, finalement, sont interreliés pour aider à la santé. On apprécie leur soutien, leur défense de ces dossiers en matière de soins de santé, mais également en matière de ces enjeux sociaux importants. Monsieur le Président, chaque jour, les infirmières voient l'incidence de la pauvreté et du salaire minimum sur la santé des patients. La pauvreté est le premier déterminant de la santé en Ontario. Les gens ne peuvent pas vivre en santé lorsqu'ils ne peuvent pas se permettre d'acheter des aliments, de bons aliments, lorsqu'ils ont un salaire minimum, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et finalement, un travailleur sur 10, finalement, un salaire minimum, qui finalement les amène à la pauvreté. Il faut augmenter le salaire minimum pour améliorer la vie des travailleurs les plus vulnérables de la province. Quand est-ce que la première ministre va-t-elle écouter les infirmières qui sont ici, qui vous disent et finalement, quand est-ce allez-vous appuyer le minimum salarial de 15 $, leur ministre du Travail? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier la députée pour cette question. Vous avez un gouvernement de cette Chambre qui a travaillé très fort pour s'assurer que le salaire minimum est relié à l'indice de l'inflation en 2016 et 2003 et 2007. Le salaire minimum était gelé à 6,70 $. Depuis que nous sommes au pouvoir, nous avons augmenté 9 fois le salaire minimum. 9 fois, nous avons augmenté depuis 2003. On a apporté des modifications en s'appuyant des groupes qui se sont réunis, les syndicats, les entreprises qui veulent davantage de prévisibilité. Veuillez poursuivre. Merci. Lorsqu'on a eu ces consultations, les gens sont venus nous rencontrer. On a reçu beaucoup de conseils de la population, des entreprises, des syndicats. De qui on n'a pas eu de conseils? Qui n'a fait aucun conseil? Ce sont les néo-démocrates. C'est le parti néo-démocrate. Nouvelle question. Député d'Ottawa-Vanier. Monsieur le Président, ma question est pour la ministre de la Citoyenneté et Immigration. Madame la ministre, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux membres de la communauté musulmane dans mon comté d'Ottawa-Vanier. Ils ont soulevé avec moi leurs préoccupations à l'endroit de divers incidents de discrimination à leur égard. Mr. Speaker, the vast majority of Ontarians believe... La majorité des Ontariens veulent une société inclusive, ouverte, mais récemment, on a découvert que la province n'est pas immunisée à l'islamophobie. Est-ce que la ministre peut informer la Chambre? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour s'attaquer
le racisme systémique, y compris l'islamophobie, à l'échelle de la province. Ministre de l'Immigration et de la Citoyenneté, Monsieur le Président, je voudrais remercier les députés d'Ottawa-Vanier pour cette question importante. Je sais que les députés se sont rencontrés avec les musulmans et les chefs musulmans de la province, et je voudrais dire ceci à ce moment-ci. Il n'y a aucune... C'est tolérance zéro pour l'islamophobie ou l'anti-islamisme. L'Ontario veut avoir une société où tous les gens peuvent vivre exempts de la peur, de violence et de haine. Le gouvernement s'est attaqué à ce problème avec une campagne de sensibilisation, c'est-à-dire finalement éliminer ce cycle de la violence. Notre province, depuis le début, s'est basée sur l'immigration et s'engage à avoir une société où tous les gens, quelle que soit leur orientation, vivent dans la liberté. Merci à la ministre pour sa réponse. La diversité est une caractéristique importante de l'Ontario, and our province is home to approximately 61% of the total people of Muslim faith in Canada. Et en Ontario, il y a 60% des musulmans, et la communauté a contribué à la richesse du tissu économique et culturel de l'Ontario. Cependant, la tragédie de Québec nous a réveillés. Est-ce que la ministre peut partager avec nous qu'est-ce que le gouvernement fait pour s'assurer que l'Ontario et les musulmans de l'Ontario seront bienvenus et peuvent vivre en sécurité dans cette province, ministre? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier la députée de sa question. Je voudrais souligner à nouveau que le gouvernement ne tolère pas aucune forme de racisme, de discrimination contre quel que soit le groupe. Je voudrais souligner cependant, cet après-midi, la députée d'Ottawa-Vanier va lire une motion en cette Chambre qui sera débattue. Comme vous le savez, on l'a entendu hier, la première ministre a nommé le ministre Michel Coteau, ministre responsable contre le racisme. Et on a entendu le ministre s'exprimer hier qu'il a tenu 10 réunions à l'échelle de l'Ontario, il a entendu des histoires. Il a parlé de l'incidence étonnante du racisme en Ontario. Et nous allons élaborer un plan provincial très tôt pour s'attaquer au racisme systémique. Nous sommes engagés à s'attaquer au racisme systémique et nous pensons que tous les Ontariens méritent de vivre en liberté et sans la peur. Intervention du président. Intervention du président. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député de Chatham-Kent, Essex. Ma question s'adresse à la première ministre. Reckming Farms prenait de l'expansion. Maintenant, la difficulté, elle a beaucoup de difficultés de rester en affaires, en opération. En novembre, la facture d'électricité était de 595 $. Cependant, la facture totale était à la hauteur de 5 000 $ et plus, grâce aux frais de transport de 1 800 $ et au taux global d'ajustement de 2 500 $. Ce n'est pas de la justice, c'est du vol en plein jour. Et finalement, cette entreprise essaie de survivre. Votre gouvernement, première ministre, ne fait rien ou ne fait pas assez. À la première ministre, comment est-ce que Reckming Farms et toutes les entreprises peuvent expliquer ces coûts supplémentaires exponentiels? Ministre de l'Énergie, merci. Je remercie le député de sa question. C'est important de parler des investissements qu'il a fallu faire lorsque le réseau que nous avons hérité était dans un état de désuétude. On ne veut plus avoir de panne temporaire ou permanente. C'est catastrophique pour les entreprises. Député de Prince Edward Hastings est averti. Quelqu'un d'autre? Merci.
Ministre, c'est catastrophique pour les entreprises lorsqu'ils ne peuvent même pas s'éclairer. Intervention du président. Député de Huron-Bruce, vous êtes averti. Et finalement, si je m'assois, si j'entends encore quelqu'un, je vais avertir l'autre personne. Veuillez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Vous savez quoi? Nous savons qu'il y avait des entreprises et des familles qui ont de la difficulté avec cette facture d'électricité. Nous avons investi dans le réseau. Nous avons également des programmes qui vont aider ces entreprises. EFI, ces entreprises est importante. Il y a le programme de crédit d'électricité et pour d'autres régions. Ici, ça fait partie du prix de détail. Il y a 8 de réduction et également les programmes de conservation d'énergie peuvent aider. Question complémentaire, excusez-moi. Allez-y. Bruce Gray on Sound. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Packet Rail et Peter Nichols sont des petites gens d'entreprises qui ont beaucoup de difficultés à rester en affaires. En 2012, le coût de l'électricité, c'était 8 000 $. Aujourd'hui, c'est 37 000 $. Ils ne peuvent pas rester en affaires parce que c'est inabordable. Et avec les tarifs à 119 000 $, où c'est plus élevé qu'en 2003, comment est-ce que les gens vont continuer à absorber les erreurs des libéraux? Encore pire, les libéraux ont une taxe de plafonnement et échange de 2 milliards $ sur les Ontariens. La première ministre dit qu'elle écoute, mais ses politiques forcent des entreprises à fermer ses portes. Pourquoi est-ce qu'on doit faire confiance plus que depuis 4 ans sous son leadership? Le ministre du Développement économique et de la croissance. Merci. Comme le ministre de l'Énergie a indiqué, cette entreprise va avoir 8 de réduit de sa facture d'électricité. Le député de Bruce Gray on Sound, vous êtes prévenu? Vous êtes averti? Veuillez terminer. Le député a tort quand il dit qu'on n'est pas concurrentiel. Regardez ce qu'on a fait du côté des taxes, la taxe sur le capital. Les entreprises peuvent épargner 2,3 milliards $. Nous, et même le chef de l'opposition hier à Mississauga a dit on a un avantage maintenant avec l'imposition fiscale pour les entreprises. Peut-être que le député devrait écouter son chef plutôt que suivre la fiction. Nous sommes très fiers que le chef de l'opposition utilise des faits dans l'Assemblée législative pour changer les choses. Merci. Nouvelle question, la députée de Windsor-West. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Les hôpitaux, depuis des mois à Windsor, sont trop engorgés. Les patients ont des longs délais d'attente et que certains doivent être admis sans avoir de lit. Et les hôpitaux sont forcés de choisir entre les chirurgies et l'admission des patients. Les soins de santé à Windsor sont devenus un état de crise. Est-ce que la première ministre va admettre que le sous-financement chronique et les budgets gelés ont mis les familles à risque? Le ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Je peux commencer en remerciant les travailleurs des hôpitaux, les infirmières, les médecins et tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, parce que ça a été une saison de la grippe difficile et il y a eu des problèmes de capacité vu qu'il y a la grippe, l'épidémie de grippe cette année a été pire pendant cet hiver comparé à l'année dernière. Le vaccin était le bon, presque exact, mais on a vu que ça a eu des problèmes pour les hôpitaux. Et la députée d'en face, si elle écoutait les chefs de file, on attribue cela à la grippe dans la région de Windsor. Mais, Monsieur le Président, c'est important que les Ontariens comprennent que non seulement la majorité de 150 aux hôpitaux de la province existent en deçà de 100%, mais que les investissements qu'on fait aident à répondre aux défis.
Question complémentaire. J'ai appelé le bureau du ministre avec la crise de la grippe et ce qu'on m'a dit, tant pis, parce que les armoires sont vides, on ne peut rien faire. C'est la même réponse qu'on a eue quand 150 infirmières agréées ont reçu l'avis de congédiement. Arrêtez la pendule, le député de Beaches East York, il est averti. J'ai pas de choix. Veuillez terminer. Merci à la Première ministre. Les hôpitaux devraient être équipés à pouvoir répondre à un afflux de beaucoup de patients pendant la saison de la grippe. Cependant, on a un sous-financement. Les temps d'attente aux urgences en Ontario sont à son maximum depuis 9 ans. À Windsor, au moins 20 chirurgies ont été annulées parce que les hôpitaux n'ont pas assez de ressources. Est-ce qu'elle va admettre qu'on ne donne pas assez pour donner la possibilité à nos hôpitaux de répondre aux besoins de nos collectivités? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je ne veux pas attribuer tout à la grippe, mais c'est important de comprendre que 4 hôpitaux à Windsor, en décembre 2007, le site métro, le site Maryvale, ça dit Maryvale, c'est Maryvale, c'est à 84 et à Ouellet, c'était à 94 %. Alors, l'augmentation de 3 % des financements pour les hôpitaux qu'on a annoncé au budget de l'automne, c'était presque un demi-milliard de dollars. Ça a fait une différence. Ce qui n'a pas fait une différence, c'est ce que les néo-démocrates ont fait quand ils ont été au pouvoir, quand ils ont fermé 24 % dans les soins aigus et 13 % des lits de santé. Et on ne va jamais répondre à une telle enquête. Merci. Une nouvelle question, la députée de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. En tant qu'une mère de 2 jeunes garçons, je sais que quand les parents s'impliquent, ça devient une bonne chose et ça a de bons résultats sur les soutiens. Le plus de soutien qu'on donne pour l'apprentissage des jeunes, le plus de possibilités qu'ils ont de meilleurs résultats. Je comprends que ce matin, les demandes pour des bourses sont maintenant ouvertes pour l'année scolaire 2017-18. Est-ce que la ministre peut nous parler de l'importance de ce programme? Réponse de la ministre de l'Éducation. Merci. Je veux remercier la députée de Davenport de sa question et d'être toujours défendre les écoles dans sa circonscription. Ce programme est très important parce qu'on démontre un lien entre la participation des parents et la réussite des élèves. Et on veut que plus de parents participent dans l'apprentissage de leur bien-être à l'intérieur et à l'extérieur. Le programme pour les parents, qui s'appelle les programmes pro, aide les parents à s'impliquer plus dans la vie et l'apprentissage de leurs enfants. Ces subventions sont disponibles pour les conseils de parents, aussi bien que les conseils scolaires, et on veut enlever des obstacles afin que les parents puissent participer. Et finalement, les subventions reçoivent des demandes à partir d'aujourd'hui. Merci. Je suis très contente d'avoir des idées et je suis d'accord avec vous. Il faut avoir plus de besoins pour les parents pour qu'on puisse aider la participation et par ces subventions pour la participation et l'engagement des parents. Et par le passé, des parents ont eu accès à du financement. Ça a été était dans le conseil scolaire catholique dans mon ancienne école élémentaire où on a organisé des sessions aux parents pour aider avec la mathématique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que notre gouvernement fait pour améliorer l'engagement des parents et la participation?
Réponse de la ministre. Merci. Merci encore une fois à la députée de Davenport. D'être un parent, ça peut beaucoup demander aux parents, soit de l'aide avec la mathématique ou de lire un enfant, un livre à l'enfant ou avec la sécurité en ligne. Et c'est pourquoi, depuis 2006, le gouvernement a donné plus de 19 500 programmes au conseil scolaire et 79 bourses provinciales, presque 31 millions de dollars. Certains exemples, c'est la soirée pour les familles, pour la mathématique et les élèves, où il y a aussi, afin qu'ils puissent apprendre davantage sur le programme de mathématiques, il y a aussi le programme de cyberintimidation. Les jeunes apprenants et les adultes qui sont impliqués dans leur vie, leur éducation, travaillent ensemble et veulent avoir plus de succès pour vous. Partagez toutes ces nouvelles avec vos collectivités. Nouvelle question, le député de Simcoe Grey. Ma question s'adresse au ministre des Finances. J'ai une question facile. Les producteurs de bières artisanaux ont une imposition fiscale par litre, mais des distillers sont pénalisés avec des taux plus élevés et qui est 10 fois de celle des brasseries et des producteurs de vin. Pourquoi est-ce que les distillateurs ne sont pas imposés au même taux que les brasseries et les producteurs de vin? Réponse du ministre. J'apprécie la question et on sait qu'on est en négociation avec les distillateurs artisanaux et on va faire plus, mais c'est important que les gens de cette industrie ont accepté des bons changements. Je ne sais pas qui vous écoutez. On a eu des rencontres avec des distilleries artisanales. Le député de Leeds-Grenville rencontre l'association. Ils sont très déçus avec vos nouvelles règles. La distillerie Beatty est très déçue. Leur choix, c'est que soit ils payent 119 de majoration à la LCBO ou 51,5 de taxes de vente ajoutées par votre gouvernement. C'est les taxes les plus élevées au pays. En Colombie-Britannique, les 50 premiers litres peuvent être vendus sans taxes. Pourquoi vous ne suivez pas le modèle? C'est un bon modèle. Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre. Il semble que c'est des faits alternatifs qui viennent de l'opposition. Je dois vous dire pourquoi. Interruption du président. N'utilisez pas ces termes, s'il vous plaît. N'utilisez pas des termes qui sont utilisés ailleurs au monde. Restons à un niveau parlementaire, s'il vous plaît. J'essaye de rappeler le député d'en face. Des faits. Les faits sont qu'on a réduit l'imposition fiscale générale pour les distilleries et on a une gradation qui ressemble à ce qu'on a fait avec l'industrie du vin. Ces discussions ont lieu en ce moment. Ils ont toujours reconnu qu'on va dans cette direction et on reconnaît que l'industrie agroalimentaire et l'industrie verte à Niagara veulent travailler avec cette industrie des spiritueux. Les distilleries qui sont un artisanat qui sont impliqués sur un régime fiscal qui était plus élevé, ils ont reconnu, en fait davantage. Merci. Nouvelle question, la députée de Hamilton Mountain. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Il y a plus de 10 ans, mon concitoyen Travis Bailey a été tiré dans la tête parce qu'il y avait une confusion, on l'a confondu avec quelqu'un d'autre. Et le casque a des réductions à ses services maintenant qu'il a eu un problème de fonctionnement.
l'argent qu'il reçoit de la Commission de dédommagement aux victimes de crimes va terminer d'ici quelques semaines. Pourquoi on laisse une victime d'une violence souffrir de cette façon-là? Réponse, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question. Je ne peux pas commencer à imaginer les défis que cette personne a. Ce n'est pas de sa faute du fait qu'on l'ait confondu avec quelqu'un d'autre, mais ça, ce n'est pas important, mais c'est un cas tragique. Je n'ai pas tous les détails je peux pas et je ne devrais pas parler des éléments particuliers de ce cas-ci, mais je suis prêt et enthousiaste, en fait, à discuter ces cas particuliers avec la députée d'en face pour voir si peut-être il y aura quelque chose qu'on pourrait faire. À la base de tout ça, Monsieur le Président, il y a le fait qu'on utilise les casques et on se fie à eux pour qu'ils puissent donner une évaluation fiable des besoins, fiable et objectif des besoins, et si on peut répondre à la situation. Et j'anticipe qu'on le fait dans ce cas-ci. Merci. Question complémentaire. Merci pour que le ministre le sache. J'ai travaillé avec son bureau depuis 1 an, mais ce n'est pas encore résolu. Une réponse à une question que j'ai demandée il y a 2 ou 3 ans avec des blessures, des problèmes du cerveau qui sont acquis. La ministre, qui est maintenant la présidente du Conseil du Trésor, a répondu qu'on fait des changements. Je sais que vous saurez que le ministre, à ce moment-là, oublie de mentionner que les services du côté communautaire seraient privatisés. Est-ce que le ministre actuel va s'assurer que Travis Bell est remboursé afin qu'il puisse recevoir les soins nécessaires? Réponse du ministre, je sais que mon personnel a travaillé avec le bureau de la députée d'en face depuis un petit peu de temps sur cette question-là. Ce n'est pas nécessairement clair dans toutes les situations et j'espère que la députée comprend que je veux faire ce qu'on peut au maximum sous ces circonstances et toutes autres circonstances, mais il faut suivre quand même un processus qui est en place, qui est uniforme pour tous les Ontariens et Ontariennes de la province. Et bien sûr, comme j'ai mentionné dans la première partie de ma réponse, je suis prêt à avoir un dialogue avec la députée d'en face et voir si dans ce cas en particulier, on peut faire une autre chose. Merci. Nouvelle question, la députée de Scarborough-Agincourt. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Notre gouvernement est très fier d'être du côté des infirmières depuis 2003. Nous reconnaissons les contributions des infirmières au réseau de santé. Dans ma circonscription, on a beaucoup de contributions des infirmières et on a eu j'ai eu le plaisir de rencontrer des infirmières de l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario, sa région 7, et je l'ai dit que c'est important que vous défendez vos patients. S'il y a des règlements pour ne pas fumer, s'il y a vous défendez cela, et merci. Aujourd'hui, c'est la journée de la NAO, l'Association des infirmiers et infirmiers autorisés de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut nous parler du travail important des infirmières et infirmiers autorisés? Le ministre de la Santé. Merci. Je veux remercier le plus de 140 000 infirmières de la province et infirmiers. Beaucoup sont ici aujourd'hui. C'est peut-être une bonne façon de terminer. Peu importe si on est quelqu'un qui travaille aux urgences à Clinton, en Ontario, ou si on est une infirmière praticienne dans un établissement de soins de longue durée, ou si vous donnez des soins à quelqu'un avec des soins communautaires chez eux, ou si vous travaillez dans un établissement correctionnel. Il y a plus de 100 000 infirmières et infirmiers qui, à chaque jour, vont au travail pour faire la différence dans la vie des autres. Et je ne peux pas imaginer ce qu'on ferait sans tous ces gens-là, sans un seul de ces gens-là.
l'engagement, la compassion qu'ils démontrent, la différence qu'ils font dans la province à chaque jour. Et il faut défendre et applaudir ces gens-là. Et je les remercie de ce travail. Et je vais continuer à travailler avec pour améliorer la situation sur laquelle ils travaillent. Merci. Il n'y a pas de vote différé. La séance est levée jusqu'à 13 heures.